c'est un plaisir d'initier cette deuxième journée. Et je pense que toutes les indications sur la logistique ont été déjà données. Donc, je serai en charge ce matin à cette première partie avec ma collègue Fabiola Cervantes. Et donc, j'ai le grand plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir et d'accueillir avec beaucoup d'enthousiasme de ma part, surtout, et je pense que de tous les assistants, à Nathalie Getlaïf, que je vais présenter rapidement pour laisser place justement à la conférence. Je vous rappelle qu'à la fin de la conférence, nous aurons une demi-heure de questions. Donc, vous pouvez, au cours de la conférence, commencer à mettre vos questions sur le chat. Au contraire, ce sera plus facile ensuite de les reprendre à la fin de la conférence. Donc, Nathalie Getliff est maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Après une formation en français langue seconde en Colombie-Britannique, elle a poursuivi ses recherches dans le domaine des technologies numériques. Elle est membre du groupe de recherche Europe-Méditerranée et du séminaire de recherche Éducation et Anthropocène. Elle concentre son analyse sur la dynamique des interactions dans divers contextes d'enseignement des langues. Donc, je cède la parole à Nathalie et je vous rappelle de ne pas oublier de mettre vos questions durant la conférence. Merci beaucoup et bienvenue encore, Nathalie. Alors, merci pour votre accueil. Merci pour votre invitation. C'est vraiment un très, très grand plaisir de pouvoir partager un peu ce qui se fait autour de l'intelligence artificielle actuellement. Alors, moi aussi, je suis présidente d'une association de professeurs de français et donc c'est vraiment un honneur que de pouvoir participer à votre premier colloque de recherche ici. Et c'est vrai qu'on a tous à cœur de former les enseignants à au moins savoir lire la recherche et prendre des décisions informées. Alors, eh bien écoutez, on va parler donc de l'intelligence artificielle et essayer de construire des pratiques raisonnées. Je vais surtout me centrer donc sur ce qui se passe du côté francophone, bien que ce qui se passe avec d'autres langues suive un peu les mêmes tendances. Donc, je vais faire suivre les parties ici, déjà pour recontextualiser un peu le débat autour de l'intelligence artificielle générative, la question des usages, ce que on pourrait faire avec l'intelligence artificielle et aussi comment on devrait s'y prendre de manière à avoir des activités qui soient informées, mais qui soient aussi raisonnées. Voilà le programme. Alors, nous nous sommes tous réveillés le 30 novembre 2022 avec une déferlante d'informations nous annonçant l'apparition d'un nouvel outil qui allait révolutionner notre vie. ChatGPT produit par OpenAI. Pendant plusieurs semaines, en France, nous avons été matraqués d'informations, de contre-informations. Alors déjà, il fallait essayer de stabiliser la prononciation de ce nouvel outil, ChatGPT à la française, ChatGPT à l'anglaise et toutes les versions intermédiaires. Puis c'était autour de l'écriture, de chat avec majuscule, avec minuscule, bref, tout un ensemble de réflexions pour un pays qui doit répondre à des questions de forme, merci l'Académie française, avant les questions de fond. On découvrait donc un nouvel assistant qui pouvait répondre à tout un ensemble de questions et que plusieurs essayaient de pousser dans ces retranchements avec des questions telles que Dieu existe-t-il? Mais nos étudiants avaient très rapidement compris qu'ils pouvaient passer leur texte à la moulinette GPT pour apporter des corrections nécessaires ou plus simplement générer directement des textes pour des dossiers de synthèse ou d'analyse. En 2023,
D'autres modèles conversationnels sont apparus, à l'instar de Gemini, Google ou Llama, la maison Meta, et la possibilité de créer non seulement du texte, mais des images, de l'audio et d'intervenir encore sur des codes. En 2024, la mise sur le marché de Mistral marquait un autre type de développement, à savoir le modèle agentique open source, c'est-à-dire la possibilité d'associer des IA à des programmes pour effectuer des tâches complexes exigeant une certaine autonomie. Ainsi, en 2026, 3 ans après son lancement, ce n'est plus ChatGPT dans sa version conversationnelle qui est plébiscité par l'industrie, mais des agents IA qui interviennent directement dans des processus de décision de plus en plus complexes. La massification des usages de l'IA générative s'est opérée de manière exponentielle. En l'espace de 3 ans, 3 ans seulement, les modèles conversationnels ont été adoptés par une partie importante de la population mondiale, au moins 70%, et les requêtes par ChatGPT avoisinent les 6 milliards mensuels. Plus de 3/4 des usages sont non professionnels. Nous ne disposons pas d'autres sources fiables pour les autres outils comme Gemini ou Mistral AI, Claude aussi. Alors, quels sont les outils phares mobilisés par les utilisateurs et quels sont leurs usages? Ce sont principalement des assistants à la rédaction de textes, d'images, de vidéos ou de sons, des applications intégrées pour améliorer des productions ou gérer des projets. J'ai mis ici quelques exemples qui vous sont plus ou moins familiers selon vos usages. Pour ce qui est de l'éducation, les outils mobilisés par les enseignants vont être plus spécifiques. Ils vont se centrer sur la génération de contenus pédagogiques, de plans de cours, afin de permettre de rédiger plus rapidement des séances ou des séquences d'apprentissage en lien avec les différents référentiels qui sont disponibles pour chaque institution. Les enseignants sont aussi soucieux d'adapter leur matériel pédagogique à leur public cible et des outils tels que Notebook, pourvus par Google, peuvent créer et transformer des écrits en version orale dynamique, tels que les podcasts, afin de servir des publics qui pourraient être en difficulté avec des documents écrits. La personnalisation peut aussi être mobilisée par des outils comme SentryTech pour créer des parcours adaptés à certains publics grâce à des algorithmes puissants. Comme tout enseignant, nous faisons très régulièrement des évaluations et d'autres outils peuvent être utilisés afin d'automatiser une partie de ces évaluations, soit en produisant des annotations ou en notant des productions, comme ça peut d'ailleurs être fait par des institutions comme France Éducation Internationale, qui propose maintenant une notation avec l'intelligence artificielle pour les tests de DELF, ici. Alors, il y a aussi d'autres outils institutionnels et souverains qui peuvent être utilisés. À titre d'exemple, à la Faculté des langues de l'Université de Strasbourg, nous avons à notre disposition un outil qui ne s'appuie que sur les productions que nous pouvons lui fournir, avec des questions qui ne sortent pas de ce cercle restreint et qui posent donc moins de problèmes au niveau éthique, puisque nous sommes parfois amenés à produire des données sensibles ou des données que nous n'avons pas envie de divulguer.
Alors, nous avons aussi quelques outils gratuits, notamment Perplexity, qui peuvent être mobilisés par les apprenants, pardon, par les enseignants pour trouver du contenu. Alors, puisque nous avons un certain nombre de personnes en ligne ici, j'aurais aimé savoir, par le biais du chat, quels sont vos usages au quotidien euh, des outils de l'intelligence artificielle générative et quels sont les outils éventuellement que vous mobilisez dans vos cours pour vous assister, soit dans l'évaluation, soit dans la création de contenu, soit dans les parcours que vous pouvez proposer ici. Alors, je pense que certaines personnes vont pouvoir commencer à me proposer quelques usages. L'idée, c'est de voir non pas ce que vous faites, mais plutôt ce que tout le monde fait, en fait. Et donc, transformer, adapter des textes, euh, la formation continue avec ici Notebook, création de contenu pédagogique. Donc, on retrouve un peu ce que j'ai pu noter. Utilisation de Claude, ici. Donc, création de contenu, chercher des informations. Très bien. Alors, si on regarde de manière assez générale ce qui se passe dans les usages du quotidien, hein, puisque on sait très bien que la maîtrise ou l'utilisation des outils dans la salle de classe peut dépendre en partie de ce qui se fait en dehors de la salle de classe. Ce qu'on remarque, c'est que les usages au quotidien sont assez similaires pour les pays développés. Donc ici, j'ai mis la France et le Mexique, à savoir que l'utilisation hebdomadaire de l'IA est effectuée par quarantaine de pourcents de la population, hein, un petit peu plus élevé en France, mais c'est à peu près le même pourcentage. Donc ça, c'est par semaine. 40 à 45% de la population utilise au moins une fois par semaine un outil de l'IAG. L'utilisation quotidienne des IAG par 20 à 30 utilisateurs, surtout des jeunes, 74, 85, 70%. Voilà. Et l'usage principal, c'est, comme vous avez pu le partager, des recherches d'informations, de la rédaction, éventuellement de contenu, de la traduction, une utilisation chez les jeunes universitaires et donc en lien avec les études. L'outil qui est massivement plébiscité, c'est ChatGPT, suivi de Gemini. Et très souvent, les personnes déclarent utiliser au moins deux outils. Donc, il n'y a pas un outil fétiche. Voilà. Donc, ça, ce sont les usages du quotidien actuellement. Dans la salle de classe, on a effectivement deux usages différents selon qu'on est enseignant, selon qu'on est apprenant. Alors, on n'a pas beaucoup d'études importantes avec un nombre d'enseignants conséquent. Une des études ici qui m'a aidé pour vous proposer le contenu, des usages enseignants et des usages apprenants, c'est donc une étude qui a été faite par le British Council. Elle a été effectuée en 2024. Elle a été distribuée à 1348 enseignants de langue dans 118 pays. Donc, elle est assez représentative. Et on voit que dans les outils numériques, en fait, l'IAG arrive en troisième position chez les enseignants, en troisième position chez les apprenants. Donc, ce sont plus souvent des supports multimédia qui sont sollicités par les enseignants pour proposer du contenu, les apprenants pour consulter du contenu,
Les enseignants vont aussi utiliser des outils d'évaluation en deuxième position. Pour les apprenants, c'est plutôt des outils de traduction. Et donc, l'IA générative intervient ici en troisième position pour la création de supports chez les enseignants, création de cours, et pour les apprenants, un tout autre usage avec le même outil, c'est une aide à la rédaction. Voilà. Alors ensuite, on a les chatbots pédagogiques pour générer des cours et puis les applications de langue qui vont être aussi particulièrement utilisées par les apprenants. Voilà. Alors, quand on voit des images comme celle-ci, je suis sûre que vous en avez vu, qui nous font tourner la tête, qui nous font penser que nous sommes en retard de 2 trains, que nous n'avons encore rien compris à l'intelligence artificielle, eh bien, on peut se dire qu'avec notre utilisation modique de ChatGPT pour créer des contenus, nous sommes en fait tout à fait dans la moyenne des usages. Alors, effectivement, on pourrait faire plus, on pourrait faire mieux, mais comment? Alors, on va se tourner quelques instants sur des résultats de recherche qui étudient les effets de l'intelligence artificielle sur les apprentissages en langue étrangère pour essayer de répondre ce qu'on pourrait faire de plus. Alors, si on se tourne sur les usages en cours, il faut savoir que la recherche, ça implique toujours qu'on choisisse un point de départ euh, afin d'organiser notre collecte de données. Alors, nous pouvons mener des recherches quantitatives. C'est vrai que quand on étudie les impacts d'un outil, on a plutôt tendance à vouloir mobiliser ce type de recherche. Et donc, on s'appuie sur une approche déductive qui va nous inciter, dans un premier temps, à lire les études qui portent sur notre sujet de recherche afin de rédiger des hypothèses qui vont ensuite être testées. Donc, dans cette roue de Wallace, nous allons partir du carré bleu et nous allons parcourir la roue problématique, observation de terrain, généralisation ici. Dans le cadre des études qui portent sur les usages de l'IA en classe de langue, nous ne disposons pas actuellement de théorie. Notre revue de la littérature est insuffisante. En effet, les outils mobilisés sont hétéroclites, les propositions pédagogiques testées très diverses et les niveaux et les contextes variés. Donc, il n'est pas possible pour le moment de tester des hypothèses. On trouve des méta-analyses. La dernière que j'ai lue d'octobre 2025 fait état de certains effets sur la production orale, mais il faut savoir que le temps de la recherche, c'est quand même un temps long. Il faut monter l'expérimentation dans une salle de classe, collecter les données, analyser les données, publier. Et si en l'espace d'un an, on arrive déjà à faire tout ceci, c'est quand même un semi-miracle. Donc là, en 3 ans, vous comprenez bien qu'en fait, on a relativement peu d'études qui ont été publiées et d'études qui nous permettraient de généraliser un peu ce qui se passe sur le terrain. Alors, cette problématique de la collecte de données, du manque de littérature, on a déjà vécu ça, je pense que tout le monde s'en rappelle, pendant la Covid. C'est-à-dire que lorsque l'enseignement en ligne s'est massifié, on a eu beaucoup de retours d'expérience, mais très peu d'études construites à partir de résultats de recherche qui existaient auparavant. Beaucoup d'enseignants, chercheurs à l'université se sont déclarés soudainement experts concernant l'enseignement en ligne, ont publié des retours d'expérience et sont revenus à leurs premiers amours dès la pandémie terminée. Donc on est un peu dans cette phase actuellement, donc une impossibilité de générer des hypothèses, mais de grandes possibilités de mener des enquêtes de terrain pour élaborer ensuite des théories.
Donc, nous devons forcément démarrer pour nos études impliquant l'intelligence artificielle par le carré vert. Et c'est donc la compilation des résultats qui va nous permettre de générer ensuite des axes de recherche. Alors pourquoi c'est une très bonne nouvelle? Parce que cela implique que les chercheurs soient dans la classe de langue. On ne les voit pas toujours très souvent. Et pour impliquer les enseignants, pour nous aider à collecter les données, il existe différentes méthodologies de recherche, soit par le biais des recherches-actions qui sont assez connues, mais aussi des recherches participatives où les enseignants vont collecter et analyser les données. Ça peut être formalisé avec des recherches collaboratives ici, où les enseignants peuvent aussi participer aux questions de recherche. On a encore les recherches formation, les recherches évaluatives, les recherches orientées par la conception, qui impliquent toujours à ce que les enseignants soient dans notre cercle de collecte de données. Donc, il faut comprendre, quand on étudie les usages, que la classe de langue, c'est le terrain, que la classe de langue, c'est un endroit contextualisé dont on doit faire cas avec un public particulier, avec des objectifs d'apprentissage particuliers. Et donc, les recherches qui pourraient être développées sans être dans la classe de langue vont pas beaucoup nous aider en tant qu'enseignants. Et pas beaucoup nous aider aussi quand on va faire de la formation d'enseignants et qu'on va vouloir transmettre un peu les résultats de recherche qui portent sur l'influence ou l'impact de l'intelligence artificielle sur la classe de langue. Alors, avec un collègue, nous avons publié l'année dernière un numéro sur l'intelligence artificielle pour l'enseignement du FLES, donc en juin 2025. Euh, et tous les chercheurs qui ont publié ici étaient des enseignants. Et c'était donc un cas typique où ces chercheurs qui étaient enseignants ont testé leurs propositions en classe de langue. Donc vous voyez dans cette revue scientifique qui s'appelle Didactique du FLES, recherche et pratique, que j'ai lancée en 2020. Nous avons un rubricage pour chacune des études. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas de rubrique recherche, mais par contre, recherche et pratique qui inclut tous ces types de méthodologies de recherche que je vous ai proposées dans la diapo antérieure. Eh bien, vous les voyez, hein, on en a deux. Le Excusez-moi, reste, ce sont des... Oui, est-ce que vous pourriez agrandir le document à l'écran parce que on voit pas très nettement. oui, alors l'idée, c'est pas... Après, vous pouvez le consulter hein, si vous le souhaitez, mais Super. On demandait voilà, aussi si on pourrait avoir la présentation à la fin. Merci. Excusez-moi. voilà, de rien. L'idée, c'est de voir un peu la classification des contributions. Donc, des contributions qui ne sont pas de la recherche quantitative, hein, mais de la recherche et pratique qui ici était de la recherche-action. Euh, une catégorisation autour des retours d'expérience. Donc, ça, c'est quelque chose qui est classique quand on a des innovations. Et puis des pratiques de classe où il n'y a pas forcément de collecte de données, mais on va avoir des personnes qui ont réfléchi en amont à comment mettre en musique cette intelligence artificielle et qui vont proposer une pratique qui pourrait être dupliquée par d'autres personnes. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux usages en cours, à savoir l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la salle de classe, ici en FLE, mais c'est la même chose pour les autres langues, hein, c'est que ça va permettre, quand on utilise principalement ces fameux agents conversationnels,
d'avoir un accès rapide à des modèles linguistiques. Ces modèles linguistiques sont très souvent des modèles plutôt discursifs. C'est un ensemble de phrases. Ils vont aider à la production écrite. Éventuellement, on peut s'en servir pour générer des jeux, des exercices à trous, choses qui peuvent être automatisées et mis directement sur Moodle. Ça, ce sont les apports. Donc, vous voyez, il manque quand même toute la composante orale qu'on ne retrouve pas ici. On a peu de choses. Alors, il y a des choses qui existent, telles que par exemple des exercices où l'apprenant est invité à lire un texte et l'agent conversationnel va proposer des corrections ou ne pas comprendre et pointer certaines choses, mais ce n'est pas quelque chose qui est encore très courant. Les limites, c'est que dans les usages en cours, en salle de classe, en langue, en fait, on a peu de choses qui sont adaptées pour les débutants. Quand on a des erreurs sur des mots isolés qui ne sont pas inclus dans des paragraphes, dans des discours, eh bien, et qu'on veut avoir des retours, c'est assez problématique. Voilà, ce ne sont pas toujours les bonnes erreurs, ce ne sont pas toujours qui sont repérées, ce ne sont pas toujours les bonnes propositions qui sont générées par l'intelligence artificielle. Les biais qui peuvent exister, c'est vrai que c'est une réalité, surtout puisque nous avons langue et culture dans notre dans nos matières. Et les conditions d'usage sont les suivantes, c'est-à-dire qu'il faut quand même une formation au prompt, parce qu'en fait, les prompts dans la salle de classe ne sont pas les mêmes que ceux qu'on peut utiliser au quotidien. Donc, on a besoin de modéliser les types de prompts qui pourraient être utilisés par les apprenants et aussi pour les enseignants, les former à cette ingénierie du prompt. L'encadrement par l'enseignant, le développement de l'esprit critique, ce sont des conditions d'usage qui sont très souvent mises en avant. La plus-value pédagogique, c'est l'autonomisation de l'apprenant. Voilà, donc c'est un peu un résumé de nous, ce que nous avons pu remarquer dans ce numéro. C'est aussi un peu les mêmes choses qu'on va pouvoir noter dans les autres langues. Dans notre groupe de recherche, nous avons aussi une recherche en cours sur les enseignants du primaire en général, dans leur utilisation. Et on est sur des questions d'éthique, donc sur des questions de limites, sur des questions de biais. Donc ce sont toujours un peu les mêmes questions qui reviennent. Alors, on voit bien que, en fait, on a nous-mêmes dans notre quotidien des usages assez restreints. En tant qu'enseignant de langue, on a des usages un peu restreints aussi. Quand on a une innovation pédagogique, le risque, et c'est très souvent comme cela que ça se passe, c'est qu'on a un retour en arrière. Ça induit en fait un retour en arrière de nos pratiques pédagogiques. Donc ici, on voit beaucoup de collègues qui vont créer des exercices de grammaire. On se retrouve avec des séances pédagogiques qui sont centrées presque sur la grammaire traduction, des exercices à trous, la méthode audio-orale. Donc c'est un effet de l'introduction des nouvelles technologies. Ça a été noté plusieurs fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Que pourrait-on proposer d'autre pour dépasser un peu ces usages spontanés? Eh bien, en fait, c'est pas très compliqué ce qu'on pourrait proposer d'autre. Il faut déjà se poser et revenir à nos fondamentaux. On a tous été formés à la didactique des langues. On a tous des principes
que nous suivons et c'est cette ingénierie pédagogique que nous devons remettre en avant, mettre de côté l'outil, construire nos séances et ensuite voir comment et à quel endroit est-ce qu'on pourrait intégrer cet outil. C'est la même chose avec tous les outils, c'est la même réflexion qu'on devrait pouvoir avoir. Alors, on a changé d'air en même temps, c'est-à-dire que nous avons maintenant des limites qui nous sont imposées et ces limites, il va falloir en tenir compte. Voilà. Alors, je vais maintenant enchaîner sur une proposition ici, pédagogique, construite selon certains principes qui, à moi, me sont propres. Et c'est après à chacun de construire sa propre pratique par rapport aux valeurs qu'il veut mettre en avant dans sa classe. Mais on va dire que le processus est exactement le même. Donc ici, nous avons des limites. Nous sommes à l'heure de l'abondance précaire, cyclique, dans un environnement qui certes regorge de super calculateurs, mais on ne peut plus se permettre de lancer des machines et de faire le tri dans des propositions. Il faut absolument anticiper les besoins afin de minimiser les requêtes. Et pour cela, il faut s'inscrire dans un modèle d'ingénierie pédagogique réfléchi, slow motion, en analysant les contextes, notre public, les institutions qui nous soutiennent, le profil des enseignants en poste et en redéfinissant les objectifs d'apprentissage en lien avec la nouvelle ère dans laquelle nous nous inscrivons, à savoir l'anthropocène, c'est-à-dire une modification de notre environnement par les activités humaines. Et pour moi, mais chacun doit faire ses propres choix, c'est mettre en avant les relations interpersonnelles et le soutien au vivant. On peut lancer quantité d'analyses, on peut générer des centaines d'exercices, mais à quel prix? Si c'est la destruction du vivant pour poser des réseaux de fibres, pour alimenter des centres de données, pour générer des montagnes de déchets, ce n'est peut-être pas la chose la plus appropriée. À titre personnel, moi-même, j'ai transformé donc mon terrain en refuge pour les oiseaux. Donc, je m'oppose à la pose de fibres, de poteaux de fibres ici pour protéger l'habitat d'un couple de perdrix grises. Vous y trouverez ici la photo. En l'espace de 40 ans, en France, 90% de cette espèce d'oiseau a disparu. Et pour moi, c'est important que mes usages du numérique ne participent pas à l'effondrement actuellement en cours de ces populations. Alors, c'est vrai que euh, quand on doit réfléchir à l'intégration des nouvelles technologies, l'intégration ici de l'intelligence artificielle, on doit réfléchir de nouveau à nos objectifs d'apprentissage. Ils sont divers, ils sont variés, ils sont contextualisés selon les endroits du monde. On peut très bien avoir comme objectif d'apprentissage la grammaire pour mieux connaître sa langue, la culture avec un grand C, la civilisation, la littérature, les œuvres d'art. On peut penser l'enseignement de la langue comme une gymnastique cognitive pour se prémunir contre le vieillissement cérébral, parce que les langues développent les circuits neuronaux qui protègent contre le déclin cognitif. On peut apprendre une langue pour espionner l'autre, obtenir des informations. C'est un moyen d'échanger sur des sujets professionnels, des sujets scientifiques. Ça peut nous permettre de rencontrer l'autre. Ici, donc, un rituel, par exemple, dans un autre pays qui peut se faire en langue étrangère. Mais pour moi, ici, l'apprentissage d'une langue, ça peut être un vecteur formidable pour le développement des relations interpersonnelles. Donc ici, vous voyez, je pose un peu mes valeurs et par rapport à ces valeurs, je vais construire l'intégration de l'outil de l'intelligence artificielle ici. Alors, les relations interpersonnelles, mais pourquoi? Parce que les études en psychologie sociale établissent
plusieurs niveaux de relations interpersonnelles, formelles, professionnelles, personnelles, avec sa composante affective, amoureuse. Et des chercheurs comme Edmond et Picard ont pu montrer par l'étude des 3 dimensions que sont la proximité, la réciprocité et l'intimité, qu'on va pouvoir construire des relations durables avec des niveaux de satisfaction importants si ces dimensions sont mobilisées. Ces relations interpersonnelles, elles vont pouvoir générer des émotions positives, mais aussi de la résilience, c'est-à-dire une fonction de soutien. Et dans une période d'incertitude, comme l'Anthropocène, la classe de langue peut être construite autour de la consolidation du lien pour affronter les ruptures de normalité. Donc, en centrant l'objectif principal de la classe de langue sur le développement des relations interpersonnelles, l'enseignant va poser l'interaction comme au cœur de son action. Pourquoi? Parce que ça permet, avec peu de technologie, en l'absence temporaire de technologie, de se rapprocher les uns des autres, de rapprocher de communautés, de s'appuyer sur des processus cognitifs largement éprouvés, largement étudiés, puisque ce sont ces processus qui ont été mobilisés pour l'apprentissage de notre langue première. Ce rapprochement des individus et des communautés, la durabilité, la satisfaction des liens va permettre alors de réfléchir à des solutions pour résoudre des problèmes personnels, scientifiques, environnementaux. Et ces échanges, ces relations vont être protecteurs contre l'isolement, qui est facteur de développement, de pauvreté ou de maladies mentales ou physiques. Donc on voit ici comment j'ai pu, dans un premier temps, comment on peut réfléchir sur le milieu, ici l'Anthropocène, rupture de normalité. L'objectif d'apprentissage, ici j'ai posé le développement des relations interpersonnelles, le soutien au vivant, et comment ensuite je réfléchis. Donc j'anticipe les usages, je vais réfléchir aux activités que je vais pouvoir proposer à mes apprenants. Alors, pour développer les relations interpersonnelles, je vais mettre en place des activités interactives et je vais dérouler ces activités pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'interactions et positives pour développer ces fameuses relations interpersonnelles. En termes de thématiques, pour le soutien au vivant, eh bien, je vais choisir des thématiques en lien avec tout ce qu'on peut imaginer et qui a trait donc, au vivant. Donc, je vous mets ici différentes phases qui vont être mobilisées. Alors, ceux qui connaissent l'approche neurolinguistique développée au Canada par Claude Germain et John Netton vont reconnaître le cercle de la littératie. Donc, un temps d'échange d'informations personnelles autour du vivant, une phase de lecture avec un travail sur le sens, le repérage des sons et construction, un temps d'écriture individuelle et un défi ici qui va être un défi collaboratif. Il vous reste 5 Alors, minutes. Pardon. oui, il me reste 5 minutes, c'est ça? Ouais. Oui, Donc, oui. un exemple ici de niveau débutant avec un défi collaboratif. Réaliser une carte indiquant la faune qui habite autour de nous et mettant en relief les espèces menacées. On va avoir une phase 1 d'interaction, mon animal préféré, une phase 2 de lecture autour de la baleine bleue, un repérage des sons, ici le son E, les verbes au présent, le vocabulaire, et une phase 3, la description d'un animal sauvage qui vit autour de moi. Alors, on en arrive ici aux outils d'intelligence artificielle, au service de la collaboration et de la co-élaboration de contenu. Donc, au lieu d'être chacun devant son écran en train de faire ses petites affaires, on va de nouveau essayer de mobiliser éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire, cet outil pour créer des contenus
et mettre en avant la collaboration. Donc pour l'enseignant, ça va être une aide pour la rédaction des textes de lecture, des choses que vous pouvez faire, simplifier, complexifier, générer des phrases avec certaines constructions langagières, certains sons, certains mots, faire des dictées aussi si on veut, construire les défis collaboratifs avec les étapes. Donc l'intelligence artificielle est tout à fait en capacité de faire ça, et ça va nous permettre donc de créer nos supports. On peut demander à créer des maquettes, des tableaux, des choses qui peuvent être ensuite plastifiées et manipulées. Pour les apprenants, un remue-ménage critique peut être proposé, générer des idées, mais aussi classer les idées, évaluer les idées, choisir les idées. Et quand on en est à la phase de production, eh bien, vérifier ici la co-élaboration des connaissances, demander à ce qu'il y ait des erreurs éventuellement qui soient pointées, des oublis, proposer une remédiation et évaluer les propositions. Donc vous voyez, pour les apprenants, ça peut être un formidable défi pour essayer de dépasser collectivement la machine, puisque on travaille ensemble. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Alors, certainement que les apprenants vont faire des choses beaucoup mieux que cette carte, mais on va pouvoir lister par le biais de couleurs ici les espèces en danger, faire des petits descriptifs et surtout donc co-créer des contenus qui vont pouvoir être utilisés dans notre vie réelle éventuellement. Alors, une fois qu'on a créé et que notre activité, qu'on a fait notre séance, il va falloir faire des ajustements. Donc, des ajustements réflexifs et des ajustements collaboratifs entre enseignants, entre enseignants et entre apprenants sur toutes les parties de la séance. Donc, le défi collaboratif, ici, ça va être la coélaboration de contenu. Donc, on va vérifier qu'on est bien dans l'authenticité, dans l'engagement, dans l'autonomisation, que nos contenus sont dans les niveaux 4, 5, 6 de la taxonomie de Bloom, ici. On va avoir une autre question autour de la collaboration. Comment est-ce qu'on a organisé cette collaboration? On commence par des échanges d'informations. Il va falloir s'assurer que la tâche permet la coordination entre des personnes, la synchronisation entre des groupes et que les échanges sont bienveillants, incluent l'ensemble des participants, qu'on peut accueillir des émotions positives, mais aussi des émotions négatives qui peuvent amener les participants à résoudre des conflits. Et ça peut se trouver ces éléments-là aussi bien au niveau du défi collaboratif que le cercle de la littératie, donc les différentes étapes. Pour ce qui est de l'intégration de l'IA, on a des modèles d'intégration. Donc ici, je vous ai mis le modèle de Carsanti de 2014. On essaye de faire en sorte, normalement, que quand on intègre une technologie, il n'y ait pas un impact négatif, c'est-à-dire une détérioration de l'environnement, une détérioration des pratiques qui avaient été mises en place dans la salle de classe. Ça peut arriver. Je pense qu'on peut penser à certaines technologies qui ont dégradé nos environnements dans nos classes et on va s'assurer que notre intégration va avoir un impact positif d'innovation, puisque là on est sur la collaboration. Et on va aussi regarder ici, puisqu'on est toujours avec cette valeur de l'anthropocène, de ne pas surutiliser l'outil, on va regarder des choses comme la soutenabilité de l'usage, le nombre de prompts va être plutôt limité, les ressources pédagogiques et apprenantes
vont plutôt être réutilisables. Et on va essayer d'identifier aussi les limites de l'outil autour de ce qu'on appelle donc les délires, les hallucinations et un retour critique. Voilà. Donc ça, ce sont les trois éléments sur lesquels on va pouvoir revenir pour s'assurer que l'intégration est réussie. Alors, trois étapes, comme je viens de vous le montrer, hein, pour un usage raisonné de l'intelligence, un usage oui, raisonné de l'intelligence artificielle, à savoir anticiper déjà, réfléchir à nos usages, à nos contextes, à nos valeurs, à ce qu'on sait faire dans notre salle de classe, construire ensuite des activités qui vont être en accord avec ses propres valeurs, qui peuvent être réalisées avec ou sans l'outil, puisque moi, dans mon cas, j'ai pris le parti que avec ces ruptures de normalité, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas être acquis, et ajuster constamment ces usages avec ces trois questions que j'ai pu vous montrer. Alors, voilà, je termine ici. J'espère que je vous ai montré que les technologies, encore une fois, euh, doivent être au service de nos objectifs d'apprentissage. Elles doivent être au service de nos pratiques enseignantes, que disposer d'une Ferrari ne nous dispense pas de réfléchir à l'itinéraire que nous souhaitons emprunter avec nos apprenants pour préserver notre environnement. Nos usages, comme vous le voyez par la synthèse des recherches, ils sont assez limités et c'est vraiment à nous ici de réfléchir avec le peu de résultats de recherche que nous avons à des choses qui nous correspondent et qui vont être accueillies de manière aussi positive que possible par nos apprenants et aussi éventuellement par les valeurs qu'ils peuvent partager. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous ai mis ici en QR code donc le numéro de la revue que vous pourrez, si vous le souhaitez, consulter en ligne, hein, elle est gratuite. Et puis aussi le diplôme là, dans lequel j'interviens pour la formation des enseignants et j'interviens donc dans un module sur concevoir des séquences pédagogiques numériques collaboratives et inclusives. Voilà. Merci beaucoup, Madame Getliff, alors pour cette présentation extrêmement éclairante et motivante. Alors, avant de passer aux questions, je vais faire un petit tour de salle pour savoir s'il y a une main levée ou nous irons directement dans le chat où j'ai vu déjà pas mal de questions. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle aimerait poser une question directement. Je ne vois Pas pas. de main levée pour l'instant, mais il y a déjà des questions dans la boîte de chat. Oui, effectivement. D'accord. Donc peut-être, Georgia, si tu m'aides avec quelques questions. Oui. Alors, d'abord, il y a des commentaires. On est plusieurs avec la présidente, Heidi Silva, à commenter que on vous remercie pour cette formidable conférence qui montre bien combien et comment la didactique des langues et des cultures dialogue avec l'ensemble des sciences humaines. Et l'une des premières questions vient de Martínez García Miguel Alejandro qui demande, en ce qui concerne la formation des chatbots et des systèmes d'intelligence artificielle générative utilisés comme assistants pour la révision du DELF, pour la production écrite, quelles sont les bonnes stratégies pour la rédaction des prompts? En particulier parce qu'ils travaillent à l'Université autonome de l'État d'Hidalgo et qu'ils sont en train de développer en ce moment leur assistante virtuelle, Amélie. Mais quand ils utilisent les nouvelles grilles d'évaluation du dispositif d'ELDALF, les consignes ne fonctionnent pas et ne permettent pas de s'entraîner ou de réviser. Donc, ils cherchent à faire des exercices pour les étudiants afin de développer leur autonomie et pour les aider à s'améliorer. Et ils ne savent pas euh,
s'ils doivent être précis à quel point ils doivent être précis dans les instructions. Le prompt ne génère pas la tâche, que ce soit avec ChatGPT, DeepSeek, Gemini ou Perplexity. Donc la Ok. question c'était quelle stratégie pour la rédaction des prompts? Alors, moi, ce que je vois à la faculté des langues, parce qu'on a une donc IA qui est propre à la faculté des langues, et on a un ingénieur pédagogique qui travaille dessus. On- alors, donc, on sort de ChatGPT, hein, c'est vraiment quelque chose de local. Et quand on propose un texte, on a des questions types qui sont proposées. Moi, je trouve que effectivement, c'est très général. C'est pas forcément très précis. Euh, et je suis pas forcément convaincue que ça va beaucoup aider nos apprenants. Alors pour vous, je pense que ce que vous essayez de faire, en fait, c'est de générer des questions directement à partir des textes, c'est ça? Ou des choses à l'oral qui pourraient correspondre à ce que pourrait proposer France Éducation Internationale, c'est ça que je comprends Oui, c'est ça. ici? Oui. Ouais. Là, moi, je sais pas comment vous éclairer d'un point de vue technique, hein, parce que je pense que ouais, il faudrait, d'un point de, ça, c'est pas mon domaine, on va dire, la rédaction des prompts pour ce genre de choses. D'accord. Alors, la personne qui Ouais, pose la question écrit, c'est comme Write and Improve de Cambridge. ouais. En fait, ce que vous voulez faire, c'est avoir la même, on va dire le même dispositif que Write and Improve de Cambridge. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Alejandro, ça serait pas possible que tu prennes la parole directement? Ouais. D'accord, je vais le faire. Oui, Ok, oui, ce qu'on est en train de faire, c'est de développer la plateforme, le microsite pour aider les élèves. Bon, on commençait avec Hidalgo et puis pour tout le monde. Et commencer avec la production écrite et puis pour la production orale, parce qu'on voit que pour l'anglais, c'est déjà fait, mais c'est un projet, une collaboration, mais c'est un peu compliqué. Mais ce que j'ai traité de faire avec les ingénieurs ici à Hidalgo, que c'est compliqué de entraîner la IA parce qu'il faut bien le faire. Et j'ai déjà parlé avec quelques membres des Alliances françaises qui m'ont dit que c'est compliqué d'entraîner parce que si on entraîne bien la IA ne répond pas aux tâches et la IA fait des autres choses totalement différentes à ce qu'on on fait de faire. Par exemple, quand j'ai essayé de faire une petite révision que j'ai déjà fait d'un examen de produit DELF D1. J'ai déjà la note et une fourchette. Et finalement, la IA, Amélie, dans ce cas, elle a passé l'élève. Et moi, pour moi, et qu'on est des examinateurs, l'élève a raté l'examen. Alors, dans ce cas, il faut bien analyser, non? Mais bon, c'est les prompts, et on analysait tout, mais avec Oui, des alors, autres. après, moi, la façon dont je réfléchirais, c'est que, en fait, quand ça devient trop précis, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Et je pense que ce serait certainement plus pertinent de reprendre les objectifs d'apprentissage, les objectifs d'évaluation, ici, de manière plus globale et de proposer aux apprenants un nombre de prompts qui correspondent par exemple au P1, qui est centré sur certains objectifs d'apprentissage et reprendre que ces objectifs d'apprentissage. Parce que, comme je vous dis, plus c'est précis, moi c'est ce que je vois hein, dans mon utilisation, plus ça part dans tous les sens et ça va pas être cohérent. Donc ça, c'est une chose.
Et alors, c'est vrai qu'en France, on commence à avoir effectivement un problème avec ces fameux DELF B1 et B2, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le 1er janvier, en fait, pour avoir la naturalisation française, il faut avoir ce fameux DELF B2. Et donc, on est obligé de former des personnes simplement pour passer le test, pour avoir la naturalisation. Euh, mais on ne peut pas faire l'impasse d'avoir une compétence globale, générale, assez homogène, vous voyez. Mhm. Euh, donc, toujours essayer de personnaliser pour sauter plus vite le niveau, je ne suis pas sûre que ce soit non plus la bonne stratégie. Voilà, certainement que il faut réfléchir de nouveau euh, à des choses plus globales qu'on fait dans la salle de classe. Trop personnalisé, trop solo, pour moi, c'est pas la bonne réflexion à avoir avec l'intelligence artificielle. Voilà. Mais après, Voilà. chacun essaye de développer effectivement des outils pour passer le test. Mais Mhm. est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire croire aux personnes qu'il faut simplement passer le test? Normalement, si la personne elle est bien formée avec un nombre d'heures conséquent, elle doit pouvoir réussir le test de B1. Euh, Moi, j'ai préparé des personnes aux examens de B1. Je pense que certains nombres d'entre vous aussi l'ont fait. Pour former simplement au formatage du DELF B1, si vous faites des cours particuliers d'une quinzaine d'heures, vous arrivez à former la personne. C'est-à-dire qu'elle ne va pas, elle aura le niveau, elle ne va pas échouer parce qu'elle ne connaît pas le format. Donc moi, je réfléchirais plutôt à proposer et à générer un nombre de textes. Ça se Mhm. fait assez facilement en fait. Un certain nombre de textes qui sont cohérents avec ce qui est proposé et des questions aussi qui sont cohérentes. Mhm. Et en fait, vous allez avoir comme un petit livret d'évaluation, mais au lieu que ce soit produit par Didier, ce sera produit par vous-même pour que Mhm. les Mhm. personnes se familiarisent avec le format du test. Mais Mhm. je pense qu'il y a une différence entre former au format du test par le biais de l'IA. Mhm. Ça, c'est standardisé, c'est pas très compliqué. Et puis former au niveau, vous voyez. Oh, C'est oui. voilà. Comme je Oui, dis, je vois que ça, c'est plus on facile peut de pas le sauter faire. toutes les haies, voilà. Mhm. Oui, on peut D'accord. faire ça, on peut entraîner la IA pour créer les textes à partir de ce qu'on a déjà. Par exemple, si on doit créer la lettre de réclamation, ou peut-être la lettre amicale, Oui, on c'est peut ça. créer En fait, si ça vous lui donnez et des modèles, l'entraîner. voilà, si vous lui donnez des modèles, elle va en générer des centaines. Mhm. Voilà, moi, je prépare pareil une personne au bac européen de français. Il y a très peu il y a pas de livret, il n'y a pas d'annales de bac européen de français. Et vous pouvez utiliser effectivement l'intelligence artificielle. Elle sait très bien faire. Elle sait très bien créer des textes pseudo-littéraires. Sur des textes littéraires, créer des questions qui sont vraiment calibrées pour ce type de test. C'est pas compliqué. Et après, proposer des corrigés. En fait, tout ça, c'est extrêmement standard comme activité. Donc, l'IA, normalement, elle n'a pas de problème. Mais par contre, c'est vrai que il faut que l'apprenant ait quand même le niveau. Bon, OK. la préparation au test, et c'est pas une préparation au contenu, c'est au format. D'accord. Oui, je D'accord. pense que ça, c'est possible. Merci. Merci beaucoup de Pachuca pour la question. Alors, j'aimerais laisser un petit peu l'espace à certains intervenants qui sont directement dans la salle. J'ai le Monsieur Landa avec sa salle qui est connectée avec nous. Si vous aviez une question, Angel Landa de l'Université Veracruzana. Et ensuite, Heidi Silva. On ne vous entend pas, votre micro est fermé en fait. Voilà, on a deux questions ici. Il y a un écho un peu.
C'est bon. On vous écoute. Il y a beaucoup d'écho. Oui, on va peut-être passer avec la question d'Aïdé. Et puis on vous reprendra. Il faudrait peut-être régler vos micros parce qu'on entend énormément d'écho qui ne laisse pas entendre la question que vous faites. Donc Aïdé, on te laisse la parole et on reviendra ensuite avec Angel. D'accord, merci. Merci encore Nathalie, c'était extrêmement passionnant, cette interdisciplinarité, cette prise de position, ce retour aux fondamentaux. Et vous avez cité les travaux de l'approche neurolinguistique de Claude Germain, vous avez parlé de l'anthropocène, mais vous avez insisté beaucoup aussi sur la relation interpersonnelle et l'interaction. Et je me demandais s'il y a un lien direct ou implicite avec les propositions de Véronique Castellotti et sa didactique de l'appropriation, d'une part, et aussi, étant donné que c'est le sujet de prédilection pour moi, si dans votre réflexion, vous avez déjà travaillé sur le jeu comme levier d'utilisation plus humaine, plus ancrée dans un contexte anthropocène de la technologie en classe. Merci. Ok. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait ma thèse sur les interactions. À l'époque, c'était les forums de discussion électronique et WebCity, parce que ça avait été inventé à l'Université de Colombie-Britannique où je faisais ma thèse. Donc, ça fait longtemps que je travaille sur les processus, on va dire, d'appropriation par l'interaction, parce qu'en langue maternelle, on apprend notre langue par l'interaction et pour l'interaction aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment le principe fondamental pour l'apprentissage des langues, apprendre par l'interaction, pour l'interaction et à l'oral. Pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que si ma séance ne démarre pas de cette manière-là, si je ne mets pas les constructions en interaction à l'oral, dans l'oreille des personnes, et bien ensuite, quand il faut écrire, il va y avoir tout un tas de difficultés. Donc, l'exemple ici, par exemple, de l'approche neurolinguistique, c'est si vous avez un apprenant qui vous dit j'ai 15, parce qu'en anglais c'est I am 15, donc j'ai 15, bien si déjà à l'oral il vous dit ça, ça va être très compliqué pour lui ensuite d'écrire euh, j'ai 15 ans, vous voyez? Non, pardon, l'exemple, c'est je suis 15. Je suis 15. Donc, s'il dit je suis 15, ça va être compliqué pour lui ensuite d'écrire j'ai 15 ans. Donc, si on arrive à mettre à l'oral, dans l'oreille de l'apprenant, la bonne structure, quand il va falloir l'écrire, ça va quand même être beaucoup plus facile. Donc, ça, c'est une chose. Pour le jeu, ben, on peut travailler les interactions orales de la même manière par le biais du jeu. Dans le numéro qu'on a coordonné, on a un jeune collègue de l'université de Poznan qui a travaillé par le biais du jeu et l'intelligence artificielle. Et sa proposition, c'était de travailler les interactions par le biais du jeu, comment ça s'appelle ça en français, multijoueur. Donc, on pose un scénario type Dragon and Dungeon, et puis on a une situation, et puis l'intelligence artificielle va avoir un rôle et elle va vous répondre. Voilà, et c'est de cette manière-là qu'il va fonctionner. Alors après, on peut toujours utiliser l'intelligence artificielle pour créer des supports de jeu, pour susciter le jeu dans la salle de classe. Mais ça va être plus compliqué. On a tous compris hein, dans ma présentation que en fait, les outils qu'on peut avoir, ce sont des écrans. C'est très souvent des interactions en solo et ça ne va pas être satisfaisant.
parce que on veut essayer, pour moi, hein, de faire en sorte que la salle de classe ce soit un lieu d'interaction et que ce soit des communautés qu'on crée au sein de la classe de langue, en langue étrangère, qui vont pouvoir ensuite, euh, par le biais de ce développement des relations interpersonnelles, fonctionner en dehors de la salle de classe en respectant les mêmes principes qui ont été développés dans la salle de classe. Donc, si on travaille avec le jeu de manière bienveillante dans la salle de classe, ça va pouvoir ensuite être utilisé en dehors de la salle de classe. Voilà, après le jeu, pareil, je pense qu'il faut réfléchir pour que tout le monde gagne dans le jeu et que ce soit assez inclusif. Voilà, mais ça, je pense que c'est pareil, c'est une base. Si on veut créer des relations interpersonnelles bienveillantes, on ne peut pas avoir un perdant ou des perdants. Il faut que tout le monde gagne et tout le monde y trouve son compte. Donc certains jeux, pour moi, euh, ne vont pas où on gagne des points et les autres non, ça va pas forcément être la meilleure des choses. Et avec l'intelligence artificielle, être tout seul en face de l'intelligence artificielle pour faire un jeu, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Donc c'est toujours un appui en fait pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre de la dynamique et de la collaboration dans la salle de classe. Voilà. Je me répète, mais c'est mon dada. Et donc, avec les propositions de Castellotti, est-ce que vous avez travaillé à partir de la didactique relationnelle telle qu'elle la pose, ou est-ce que c'est indépendant, même si ça va un peu dans le même sens? Alors, j'avoue que je n'ai pas euh, intégré les propositions de Véronique Castelloni dans la didactique relationnelle. Merci. Voilà, voilà. Non, je l'ai pas, non, je l'ai pas intégré, Merci. simplement. Non, non, c'est vraiment moi l'interaction et puis l'interaction, toutes les recherches nord-américaines sur l'interaction longue, PICA, etc., GAS, mais pas forcément ce qui a été proposé par Véronique Castellotti. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut céder la parole du côté de Jalapa si jamais Oui, ils ont exactement. résolu leur problème de C'est ce que micro. j'allais dire, de retourner sur la salle On va essayer. de Monsieur Landa. Voyons voir. Oui, je pense qu'on vous entend mieux. Et puis après, je laisserai à nouveau la parole à Georgia pour guider les questions du chat. Merci beaucoup. On vous écoute. Très bien. On vous Oui, écoute? ouais, d'accord. Bon, salut madame. Je suis Alejandro de l'Université de Veracruz. Donc, au cours de l'histoire, certaines technologies éducatives, autrefois considérées comme innovantes, comme par exemple Encarta, ont disparu progressivement. Donc, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, euh, ça pourrait disparaître aussi, ou sinon, elle est venue pour rester? Merci. OK. Bon, alors je pense que l'intelligence artificielle ne va pas disparaître. C'est un peu comme les réseaux sociaux. C'est alors c'est vrai que c'est intégré de plus en plus dans l'industrie. En plus, avec ces fameux agents, de l'intelligence artificielle qui vont nous permettre de résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Par contre, ce qui risque un peu de nous poser problème, c'est l'énergie. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande des ressources, qu'on est sur des concurrences, des compétitions dans le monde entier pour des métaux rares. Et voilà, il faut réfléchir en amont aux usages qu'on va pouvoir proposer dans notre salle de classe parce que tout n'est pas possible. Enfin, si on se sert tous de l'intelligence artificielle comme on aimerait s'en servir tout le temps pour tout, ça va être compliqué. On a des limites planétaires. On en a dépassé déjà 7 sur 9. Et là, ça empire. On voit bien que ça devient compliqué, hein. En Irlande, on vient de là poser un câble entre la France et l'Irlande, un câble sous-marin.
puisque l'Irlande a construit des centres de données massifs et que Dublin est en rupture d'électricité. C'est-à-dire qu'il faut faire le choix entre chauffer sa maison ou alimenter les centres de données. Donc ça devient compliqué. Et là, on n'en est qu'au début. Ça fait que 3 ans qu'on utilise l'intelligence artificielle. Donc certains métiers, oui, vont s'appuyer sur ça. Par contre, nous, dans notre classe de langue, je pense qu'il faut penser à des pratiques sans, des pratiques avec, des pratiques un peu, et réfléchir à des scénarios comme on a pu le faire avant quand on avait Internet et on n'avait pas Internet. Vous vous rappelez? On proposait plusieurs scénarios parce que des fois, il y avait rien qui fonctionnait, il n'y avait pas voilà, de connexion, ou la connexion, on l'a payée à la minute. Et ça coûtait cher. Donc, en amont, on réfléchissait, est-ce que c'était vraiment opportun ou pas? Et je pense qu'il faut qu'on revienne à ça et que les communautés mondiales qui existent, on voit bien que tout est en train de se régionaliser, les échanges dans tous les sens, je pense que c'est plus ou moins terminé et on va se retrouver à interagir avec des groupes plus petits. Certaines personnes vont voyager, mais on ne va pas pouvoir continuer voilà, à se déplacer dans tous les sens tout le temps. Voilà, donc ça va rester. Mais après, à nous d'anticiper les usages et de réfléchir à ce qu'on veut faire dans notre salle de classe. Voilà. Que ce soit autre chose que d'être de nouveau devant un écran. Ça va nous aider, mais toujours tout seul devant les écrans, on a, je pense, un certain nombre d'entre nous compris que ça nous, comment dire, c'était un moyen de nous distraire pour faire d'autres choses à côté. Voilà. Donc on capte notre attention et puis on ne fait pas attention à d'autres choses. Donc le divertissement, la distraction continuelle, ça ne nous permet pas non plus de nous focaliser sur des choses qui sont quand même très importantes, à savoir le lien humain et puis les communautés humaines locales, on va dire. Merci beaucoup. On va peut-être, Georgia, retourner à une ou deux questions pour terminer du chat. Oui. Le temps court. Monica, Ah, il y avait peut-être une deuxième question dans la salle. Oui, rapidement, pour qu'on ait le temps, non, Georgia, oui, de faire deux autres questions du chat. tu nous entends? Oui, oui. Ah, Oui, euh, allez-y. bonjour, je m'appelle José. Euh, je voudrais savoir si, à votre avis, est-ce que nous, les enseignants de FLE, on doit utiliser l'intelligence artificielle pour euh, l'adaptation des documents authentiques, pour, par exemple, faire une production, une compréhension écrite, parce que le semestre passé, j'ai fait un type d'exercice en utilisant l'intelligence artificielle et les résultats ont été erronés parce qu'il m'a donné plusieurs données bizarres. Ou est-ce qu'à votre avis, on doit l'utiliser parce que on doit bien analyser les documents, nous les enseignants, ou si seulement on doit utiliser l'intelligence artificielle pour planifier la séance de flux. Merci. Mhm. Alors moi, ce que j'entends, c'est que c'est vrai que ce que ça peut permettre, l'intelligence artificielle, c'est de travailler des documents authentiques pour, comme je vous ai montré, hein, les simplifier ou les complexifier. Par exemple, je veux travailler au niveau A2 sur un document touristique qui me propose une visite de la ville de Mexico. C'est peut-être trop compliqué. Donc, je peux demander à l'intelligence artificielle de simplifier le texte pour le niveau A2. Euh, Ça, c'est une première étape. Mais ensuite, il faut vérifier que la simplification ne comporte pas des termes qui seraient peut-être du niveau B1. Et pour ça, on a des collègues à Louvain avec l'outil Fleulex qui vont vous permettre donc de proposer votre texte à Fleulex qui va vous l'ématiser, mettre des couleurs
et vous dire, bah, écoutez, ce terme-là, ça correspond au niveau B1, mais tous les autres termes, par exemple, correspondent au niveau A2, donc il faudrait simplement changer ce terme-là. Pouvez-vous rappeler Et le donc, nom de l'outil que vous venez de citer? l'outil, c'est Fleulex. Merci. Fleulex, oui, et c'est des collègues à Louvain qui ont fait ça. Et on a aussi un outil pour l'oral à l'université de Nice, c'est Simona Ruggia. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont pris les livres de Beaco et compagnie, publiés depuis 2008, les fameux référentiels qui font 300 à 400 pages. Ils les ont mis dans un ordinateur et maintenant, avec les listes de vocabulaire qui étaient proposées, les constructions, donc maintenant, quand on balance un texte dans ces applications, chaque mot va être attribué à un niveau. Donc, on peut le faire pour l'oral et on peut le faire pour l'écrit. Voilà. Donc, ça vous permet de relire et de modifier ces mots-là. Et ensuite, eh bien, c'est pareil dans le numéro qu'on a coordonné. On a un collègue, Jean Costoff, qui lui va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il est assez bon en programmation et il demande à ce que l'intelligence artificielle produise des exerciceurs pour le texte qui puissent être intégrés automatiquement à Moodle. Et il a mis le processus, vous pouvez le contacter, il a mis le processus en ligne hein, dans son article. Voilà. Donc on peut aller très loin. Après, c'est toujours la proposition pédagogique, c'est que quand on travaille la compréhension orale et la compréhension écrite, il y a des principes à suivre et il faut bien les énoncer à l'intelligence artificielle. C'est vous qui donnez les consignes. Donc, le principe numéro 1, c'est que faire de la compréhension orale simplement après la lecture, pardon, d'un document, ce n'est pas suffisant. On a tous compris que les recherches en psychologie demandent à ce que on mette déjà l'apprenant dans la thématique, dans le monde du texte qui va être proposé, du support qui va être proposé. Donc déjà, il faut orienter la personne. Donc ça demande pareil des interactions orales éventuellement. Ensuite, on propose le document et ensuite, on a des questions globales et des questions détaillées. Mais ce qui est important, c'est déjà, il faut orienter la personne. Et le souci, c'est que si vous faites simplement des exerciceurs à la fin du document, ça ne va pas être suffisant. Si vous voulez construire des compétences de compréhension, voilà. Si c'est pour un test, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais l'idée de travailler des thématiques dans des manuels, c'est toujours de mettre l'apprenant dans une situation parce que la situation va impliquer certains sens. Voilà. Donc Merci. ça, il faut vraiment y penser, quoi. Merci beaucoup. Alors, je suis obligée un petit peu de faire avancer. Georgia, je ne sais pas si nous avons le temps d'une dernière question et de Oui, préférence courte pour courte. ne pas complètement changer l'horaire de notre colloque. Oui, alors Véronica Bolaños demandait quels sont les principaux défis pour les enseignants pour favoriser la collaboration entre les apprenants à l'aide de l'IA? Eh bien, c'est-à-dire que bon, là, moi, dans ce que je vous ai présenté, en fait, il faut créer des activités en classe où on va ensuite, ici, donc il faut créer des activités en classe où vous allez interroger l'IA mais en collectif, il y a une personne donc il faut se mettre d'accord sur comment on rédige le prompt. Ensuite, en collectif, en collaboration, on analyse les réponses. Ici, on les classe, on les évalue, on choisit éventuellement dans ce remue-ménage. Et tout ça, ça se fait en collaboration. Voilà. Mhm. Mais donc, c'est dans la salle de classe en physique que vous allez faire ça. Pareil, si vous faites de la vérification de coélaboration de connaissances ou de contenu, vous allez interroger, mais il faut que ce soit en collectif, que vous discutiez. Donc, D'ac- et vous pouvez attribuer des rôles aussi pour ces choses-là, mais c'est toujours en présentiel. En fait, avec la machine,
C'est pas du tout collaboratif. Voilà, donc Oui, la tâche, je il faut pense qu'elle que soit vraiment mise en place dans la salle de classe. je pense que dans notre contexte mexicain, les consultations des IA se passent beaucoup plus en individuel que dans la salle de classe. Oui, mais ce serait mieux de le faire dans la salle de classe, en fait. Voilà. D'accord. Et de mettre une tablette, de mettre voilà, un outil où ça se consulte et ça se discute. Et l'idée, c'est, comme je vous dis, c'est de dépasser collectivement la machine. Mhm. C'est de montrer comment eh bien, la carte ici, ce que vous allez faire, si vous demandez à l'IA de le faire, ce sera beaucoup plus moche et bien moins bien que ce que vous allez faire. Et montrer que l'humain peut faire des choses beaucoup mieux, en fait. Voilà. Donc, nous, au niveau de notre groupe de recherche, on a un groupe là qui est en train d'étudier quelles sont les thématiques qu'on dégage autour de éducation et anthropocène, hein. Donc, un groupe d'étudiants qui est en train d'utiliser l'IA pour faire ça. Mais la dernière fois, on a fait un exercice de 5 minutes. Chacun a dit ses recherches, ce qu'il apportait à la thématique, comment il voudrait collaborer. Et je vous dis, en 5 minutes, on avait une carte mentale qui sera beaucoup mieux que les 400 heures que les 4 étudiants vont passer à faire des entretiens, à bidouiller avec la machine pour obtenir un truc qui sera beaucoup moins bien que ce que nous, on a pu faire en 5 minutes. Voilà. Donc, on est efficace quand même en termes voilà, de raisonnement. D'accord. Merci Voilà. beaucoup, Nathalie Gatliff. Il nous reste quelques félicitations. Excellente conférence. C'est une démonstration Merci. d'interdisciplinarité. Des idées très claires sur un sujet très complexe. Donc, merci beaucoup et une excellente conférence. Oui, merci beaucoup. Merci. Écoutez, merci encore pour votre invitation. Bonne conférence. Et je vais vous rejoindre là, de toute façon. Je vais un peu Merci suivre beaucoup. voilà, ce que vous faites. Nathalie, merci beaucoup. Vous nous laissez avec beaucoup d'éléments à repenser notre agir comme enseignant. Donc, c'est positif. On avait énormément de questions. On n'a pas eu le temps de toutes les Bah, lire. vous pouvez les envoyer après, je peux en répondre. D'accord. Mais Alors, Certainement. Nathalie, j'aimerais vous inviter à rejoindre un groupe WhatsApp que nous avons créé qui s'appelle Amis de l'AMDIF et où il y a des chercheurs et des professeurs du monde entier à qui nous envoyons les moments clés de notre action, où éventuellement vous pouvez nous suivre et on partage aussi des ressources, etc. Donc, tout à l'heure, je vous enverrai, si vous voulez m'envoyer par courriel, je vais mettre mon adresse sur le chat. Si vous voulez m'envoyer votre numéro de WhatsApp par courriel, je pourrai à mon tour vous ajouter OK. au groupe. Très bien, voilà. Et après, voilà, vous êtes aussi invité à faire des propositions pour la revue. On est vraiment une revue sur la didactique parce qu'on a pensé que parfois, c'est disperser les recherches de didactique du français, langue étrangère et seconde, elles sont dispersées sur des supports en littérature, en linguistique, et qu'on n'avait rien en didactique du FLE. Donc, on a des personnes du monde entier qui contribuent et voilà, avec des rubriquages qui permettent à ce que des enseignants qui ne soient pas chercheurs puissent aussi proposer des contenus. Donc, vous êtes les bienvenus. merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir.